Écoutez, ce matin, Henri Guénaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours député Les Républicains des Yvelines. Jusqu'à nouvel ordre, oui. C'est ma famille politique depuis si longtemps. Oui. Je suis pas député depuis très longtemps. Mais enfin, Oui. c'est ma famille politique. J'ai un peu contribué à faire élire, je crois, 2 présidents de la République. Mais Oui. je l'ai pas fait tout seul. Voilà, je milite depuis très longtemps. Oui. Alors c'est sûr que certains ont beaucoup fait pour dégoûter ceux que j'aimais le plus. Bon, on vient de voir partir Nicolas Sarkozy, mais j'ai vu partir successivement Charles Pasqua, Philippe Séguin, Oui. mourir les héros de la résistance et de la France libre, etc. Bon, on a fait l'UMP, on a noyé tout ça. C'est vrai que le gaullisme n'est pas aujourd'hui la composante essentielle de ma famille politique. Mais enfin, j'y suis attaché Vous êtes quand même. candidat à la présidence de la République hors primaire. Vous risquez d'être placé hors parti. Eh bien, écoutez, nous verrons bien. Moi, j'observe simplement que Jacques Chirac et les 43 députés qui ont soutenu Valéry Giscard d'Estaing en 74 contre Jacques Chaban-Delmas n'ont pas été exclus. Que Michel Debré, qui s'est présenté alors que Jacques Chirac était le candidat, le président du parti, n'a pas été exclu. Que Édouard Balladur, François Fillon, Nicolas Sarkozy et d'autres en 1995 ont soutenu, ont été candidats, enfin ont soutenu Balladur contre Jacques Chirac qui était aussi le président du parti, n'ont pas été exclus. Pourquoi? Parce que c'était le parti de la Ve République et que dans la Ve République, la présidentielle n'est pas une affaire de parti, mais l'affaire d'une personne qui va à la rencontre du peuple. Voilà. Est-ce que nous avons changé à ce point? Oui, parce que vous êtes toujours candidat à la présidentielle, alors que, pardon, mais il y a un candidat de la droite et du centre qui a été désigné avant-hier, qui s'appelle François Fillon. C'est exact, mais pour moi, dans la présidentielle, il n'y a pas de candidat de camp. Vous ne le reconnaissez pas. Il n'y a pas de candidat de parti, mais il est candidat, c'est très bien, il est candidat pour moi. C'est pas votre candidat. Comme François Fillon, ça n'est pas mon candidat, non. Non, c'est pas mon candidat. Nous allons voir pourquoi. Où est-ce que vous en êtes? D'ailleurs, je n'ai pas voté à la primaire. Oui. Bon, vous allez nous dire pourquoi ce n'est pas votre candidat, mais des signatures... C'est moi mon candidat. Oui, c'est vous, oui, mais vos signatures, justement, puisque c'est vous... Alors, d'abord, il faut savoir, je crois l'avoir déjà dit, que les bulletins officiels de parrainage ne sont disponibles qu'en février. Oui. Hein, ils sont renvoyés, ils doivent être renvoyés avant, enfin, en gros, vers la mi-mars. Je commence à avoir des promesses, et puis maintenant que les primaires sont terminées, je vais aller chercher le maximum de promesses. Mais vous voyez bien combien le système est à la fois verrouillé, vérolé, un peu pourri, tout est fait, tout est refermé. C'est-à-dire que on aura quelques semaines pour transformer les promesses en parrainage. Mais moi, j'ai bon espoir. Je pense que les maires feront, notamment, les maires seront conscients de leur devoir civique et pour une fois feront plus de parrainage qu'ils n'en font d'habitude et permettront que le débat soit vivant. Et que cette élection ne soit pas confisquée. Voilà. Elle est confisquée par François Fillon? Mais elle n'est pas confisquée par François Fillon, elle est confisquée par le système des primaires. C'est-à-dire que on va avoir quoi? Une primaire de droite et une primaire de gauche. Quelques millions de gens d'un côté, quelques millions de gens de l'autre. Et vous voyez bien, le débat aujourd'hui, c'est la primaire de gauche et la primaire de droite, le candidat de la gauche, le candidat de la droite. Additionnez-les. Mais en admettant qu'il y ait 4 millions le peuple de droite qui vote, c'est 4 millions, le peuple de gauche à peu près la même chose, ça fait 8 millions. 9 si vous voulez. Il y a 45 millions de Français inscrits sur les listes électorales, plus de 35 millions de votants, 83% au moins à la dernière élection. C'est le peuple français qui va choisir son président de la République. Il peut pas être choisi par la majorité de 4 millions, ou même 60% de 4 millions d'électeurs. Mais ils voteront. Et bien sûr, c'est pour ça. Votera. Mais bien sûr. Mais c'est intéressant de voir à quel point le paysage brusquement se referme sur ce que sera le candidat de gauche. Pourquoi maintenez-vous votre candidature face à François Fillon? Pourquoi je suis François Fillon qui est aujourd'hui le candidat de votre parti politique. Mais ça, encore une fois, je ne sais pas ce que c'est que le candidat d'un parti politique dans l'élection présidentielle. Voilà. L'élection présidentielle, elle a pour but de fabriquer l'homme de la nation, pas l'homme d'un camp, pas l'homme d'un parti. C'est ça la cinquième. Pas l'homme de la nation, François Fillon? Mais nous verrons. Simplement quand les primaires fabriquent d'abord l'homme d'un camp. Bon, pour l'instant, c'est l'homme d'un camp. Voilà. Vous me dites, c'est le candidat de votre parti. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans la Ve République, il n'y a pas de candidat d'un parti. Il y a un candidat qui peut être soutenu par un parti. Mais il n'y a pas de candidat investi par un parti, primaire ou pas primaire. Voilà. Ça, c'est ma conception de la Ve République. C'était celle du général de Gaulle. Permettez que j'y reste fidèle. Oui, François Fillon, donc, a un programme. C'est avant tout ce programme que vous contestez. Oui, vous dites, c'est une purge, comme on n'en a jamais proposé depuis la Seconde Guerre mondiale. Hélas. Ce sont les mots que vous avez employés.
Hélas. Alors allez-y, pourquoi une purge? Mais c'est une purge parce que d'abord c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui a expliqué qu'il était la réincarnation de Madame Thatcher et de Monsieur Schroeder réunis. Hein, c'est lui, c'est pas personne d'autre. C'est lui qui l'a dit. Bon, déjà ça augure assez mal de la suite. Il présente un programme dans lequel on a une politique d'austérité comme on n'en a pas vu depuis 1944. On a un démantèlement de notre système de protection sociale. Bref, tous les travers de la pensée unique française depuis 40 ans sont réunis et amplifiés dans ce programme. Moi, je reprends puisque ça a été le débat des derniers jours, vous comprenez, dire on va sortir les petits risques de l'assurance maladie. Ça fait 30 ans qu'on essaye de nous vendre ce projet, y compris d'ailleurs dans le dernier quinquennat, on a essayé, et je dois dire que Nicolas Sarkozy n'a pas retenu cette option, heureusement. Ça veut dire quoi? D'abord, scientifiquement ou intellectuellement, comment vous faites la différence entre un petit risque et un grand risque? Comment? Moi, une grippe peut devenir un très gros risque. Une dent mal soignée, j'en ai un exemple, c'était l'exemple d'un de mes chauffeurs quand je suis arrivé à l'Élysée, il s'était mal fait soigner une dent, ça lui a provoqué une infection de la hanche, il a failli en mourir. Petit risque ou grand risque? Hein, laisser traîner des petites maladies, des petits risques parce qu'on n'a pas trop les moyens, parce que c'est cher, eh bien c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Donc il n'y a pas de dérembourser et mais ça c'est la première chose. La sécurité sociale et de confier les remboursements mutuels aux entreprises. Oui, c'est un système privatiser, c'est le système américain. Hein, voilà. Et on ne sait pas en plus faire ce partage entre le petit risque et le grand risque. C'est une ineptie intellectuelle. Voilà. Et c'est moralement, ça n'est pas ma vision de la société française. Ça n'est pas ma vision de la nation et de la solidarité qui doit l'unir. Comprenez, aux États-Unis, avec ces systèmes-là, on dépense beaucoup plus qu'en France, on gaspille beaucoup plus de ressources pour la santé et on est moins soigné. Voilà. Donc, est-ce que c'est un modèle? Est-ce qu'il faut toujours aller chercher le pire chez nos voisins pour l'importer chez nous? Voilà, donc moi casser l'assurance maladie, pardon, ce serait renoncer, renier tous mes engagements politiques, tous mes engagements moraux. Mais je vais plus loin. Il y a l'histoire du code du travail. Vous savez, on peut se dire, je vais mettre que les grands principes. Tiens, vous avez pris l'exemple de Smart, justement. Oui, mais c'est très intéressant. Prend l'exemple de Smart. On revient du code du travail. Oui. Donc, première remarque, on dit on va mettre les grands principes, ça sera plus simple. Donc, la conséquence de ça, si on ne met que les grands principes, c'est le juge qui gérera l'entreprise. C'est le juge qui fera le droit. C'est l'aléa des jurisprudences qui va gouverner l'entreprise. Voilà. Et ça, vous allez voir, ça va être mieux pour les chefs d'entreprise. Ils vont s'y retrouver. Personne ne saura à quelle sauce il sera mangé dans chaque contentieux. Passons là-dessus. Deuxièmement, l'histoire de la durée du travail, des référendums d'entreprise, etc. Moi, on a cité, c'est pas moi qui l'ai cité, l'exemple de Smart a été cité par François Fillon. Bon, oui. Alors, Smart, c'est très intéressant. Ils ont fait un référendum. Ceux qui n'étaient pas concernés ont voté oui, ceux qui étaient concernés ont plutôt voté non. Ça n'avait aucune base légale à ce moment-là, et l'entreprise a décidé donc de faire la seule chose qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire renégocier contrat par contrat. Mais elle a dit aux salariés, voilà, si j'ai plus 70-75% d'ouvriers qui acceptent de renégocier leur contrat, je délocalise. Je me délocalise. Voilà, c'est du chantage. Donc c'est la porte ouverte au chantage. Mais oui, il faut trouver un équilibre entre les nécessités. Là, il n'y a aucune nécessité pour l'entreprise, hein, parce que les 2 heures supplémentaires en plus pas payées dans le prix d'une voiture, c'est ridicule. Hein, bon. Mais c'est très intéressant. Va-t-on gouverner les relations sociales par le chantage? Va-t-on les laisser gouverner par le chantage dans un moment où le chômage de masse est aussi important? Hein, c'est comme ceux que vous expliquaient il y a quelques semaines, qu'on allait négocier les conditions du licenciement et de la séparation dans le contrat d'embauche, parce que sûrement celui qui va se faire embaucher, il a un pouvoir de négociation. Enfin, il faut arrêter. Est-ce que vous allez jusqu'à dire que si le programme de François Fillon est engagé, c'est une dévastation de l'État, c'est une entreprise de destruction de la nation? Mais oui, parce que si vous détruisez la solidarité d'abord, premièrement la solidarité nationale, oui. Hein, vous détruisez la cohésion de la nation, surtout une nation qui est aussi fracturée que la nôtre aujourd'hui, aussi fragilisée par des décennies de crise, des décennies de politique, de ce que j'appelle la politique du sacrifice. Hein. Oui. Vous vous souvenez, oui. C'est très intéressant, c'est pour vous dire... L'économie du sacrifice. Oui. J'ai écrit ce livre, qui est un livre argumentaire, qui fait beaucoup de propositions, mais c'est vraiment l'antithèse de ce qui se passe. L'économie du sacrifice, ça fait 40 ans, ça suffit. Moi,
vais vous dire une chose, monsieur Bourdin. Il y a la politique, et puis il y a l'histoire de chacun, les valeurs de chacun, la morale de chacun. Moi, si j'approuvais ce plan, je renierais ma mère, ma grand-mère, tous ceux qui m'ont élevé en sang et eau. Pour me payer des études. Et puis quoi, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On va aussi peut-être supprimer les congés payés, pourquoi pas, au point où on en est. Mais moi je remercie le Front Populaire pour les congés payés parce que ma grand-mère et ma mère, elles n'auraient jamais pu prendre de congés, de vacances, et moi non plus. Bon, et la durée du travail, supprimer la durée légale du travail, ça veut dire quoi? Mais aujourd'hui, vous trouvez que c'est intelligent sur le plan économique et moralement bien de dire on va payer moins cher ceux qui travaillent le plus. Moi, j'ai récité pendant des années, travailler plus pour gagner plus. Eh bien, ceux qui travaillent le plus, ils ont le droit d'être payés un tout petit peu plus, et ça n'est pas ça qui grève l'efficacité de l'économie française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, c'est l'esprit de tout ça. Et le candidat de qui? Le candidat d'une France aisée, bourgeoise, d'une France... je pense qu'il y a beaucoup de gens, même... Loin du peuple? Mais je sais pas si loin du peuple, c'est son idée, c'est son idéologie, c'est ça. C'est ça revendique de Philippe Séguin. Je pense que moi je veux pas faire parler les morts. Non, je veux pas, mais la captation d'héritage est parfois un peu pénible. Chacun jugera si les combats de Philippe Séguin, qu'il a mené toute sa vie comme homme politique, je dis bien comme homme politique, correspondent à ce qu'on nous propose. Est-ce que vous croyez que François Fillon appliquera son programme, puisqu'il ne cesse de nous dire qu'il appliquera? Oui, il nous dit en même temps, je veux peut-être corriger un peu, et en même temps, s'il change de programme, on en reparlera. Il est courageux? Moi, je fais pas de jugement de valeur de ce genre. Je pense pas qu'il ait le caractère de Madame Thatcher. On pourrait penser que vous avez une rancœur. Pas du tout. Aucune. Je n'ai aucune rancœur. Nous n'avons aucun contentieux. Vous ne vous aimez pas beaucoup, quand même, non? Ni aimé ni détesté, nous nous connaissons bien, nous avons fait des choses ensemble, et nous avons des divergences. La divergence principale, elle est là, elle est sur cette espèce de néolibéralisme et de politique d'austérité auquel le monde entier tourne le dos, qui provoque la révolte des peuples, qui nous a conduit dans la situation économique et sociale et morale où nous sommes. Voilà, quant à l'État, à dire je vais rétablir l'autorité de l'État, c'est très bien, je le partage avec lui, mais l'État, si on le prive des moyens matériels et moraux de son autorité, l'État ne peut pas avoir d'autorité. Or, si vous détruisez la cohésion sociale, vous détruisez aussi le fondement moral de l'État. Parce que l'État, il est là pour protéger ses citoyens. Il est là pour faire en sorte que personne ne soit sur le bord du chemin. C'est ce que vous défendez dans votre livre. Oui, c'est ce que vous défendez dans votre livre. Et puis, il ne faut pas sacrifier l'avenir. L'avenir, c'est l'investissement. Donc si aujourd'hui on explique que il faut serrer la ceinture partout, il faut plus dépenser en confondant la dépense, la consommation, l'investissement dans une espèce de confusion intellectuelle totale, on n'investit plus, on va s'occuper... Il est dans la confusion intellectuelle. Mais quand on confond la dépense... François Fillon est dans la confusion intellectuelle. Mais c'est pas que lui, c'est tous les gens aussi qui le conseillent. C'est tous ceux qui essayent de nous faire avaler cette politique depuis des années et qui donnent tout le pouvoir à la direction du budget, qui confondent en économie le rationnement avec la rationalisation. Il faut que nos dépenses publiques, nous les rendions plus efficaces. Il faut que nous pourchassions les gaspillages. Il faut que nous privilégions les politiques qui portent leurs fruits et que nous abandonnions celles qui ne sont pas efficaces et qui ne portent pas leurs fruits. Mais raboter comme ça la dépense publique, il n'y a rien de plus idiot. Si vous n'êtes pas candidat, vous ne voterez pas pour François Fillon. J'ai bien compris. Moi, je ne voterai pas pour ce programme. Alors, il y a lui de voir ce qu'il fait de son programme. Mais moi, l'économie du sacrifice qui détruit la nation, qui détruit l'État et qui détruit le modèle républicain, ce sera non, c'est contraire à tous mes engagements et c'est contraire à l'idée que je me fais de la fidélité à mes origines sociales, si vous me permettez, et ça c'est très important pour moi. Voilà. Et vous dites aussi, c'est une très bonne nouvelle pour le Front National. Mais pourquoi? Mais parce que, à force de taper aveuglément sur les fonctionnaires quand même, dont beaucoup se dévouent au service public, il faut là aussi arrêter de tous les jours chercher des boucs émissaires. Il y a des fonctionnaires qui font très bien leur travail, c'est pas de leur faute si l'État s'est bureaucratisé, c'est parce que les politiques ont abandonné tout sens de l'État et qu'ils ont créé des bureaux partout pour se défausser de leurs responsabilités, des autorités indépendantes, etc. Mais il y a beaucoup de fonctionnaires en France de très très grande qualité qui font très bien leur travail, leur taper dessus tous les jours, les mépriser en expliquant en gros qu'ils ne travaillent pas, que ce sont des feignants, n'est pas une solution. Ils iront où? Ils iront au Parti socialiste qui leur a fait la peau, si j'ose dire, pendant des années. Ils iront chez le candidat dit des Républicains qui leur propose de faire encore pire. Non, ils vont finir soit chez eux, soit au Front National, d'ailleurs, qui
commence à recevoir des grands bataillons. Les ouvriers, qu'elles dit, il y a dans le programme de François Fillon, il y a quelque chose, il y a une formule moi qui m'a beaucoup fait réfléchir sur la philosophie de ce programme. Il dit il y a la France, il y a deux France. Il y a la France des nantis qui ont un travail, les nantis, hein, qui ont un travail, et puis ceux qui n'en ont, et puis les autres.